Soyez tous les bienvenus sur Entre là, le podcast qui tisse des liens pour grandir, s'épanouir et se réjouir. Si les ressources terrestres sont limitées, il existe encore cependant des espaces sans limite. Une immensité à portée de cœur et de main. L'infinie richesse est dans nos liens. C'est cette richesse-là, cette immensité-là, que j'ai envie avec vous de révéler et de partager. Amel Brahim Djelloul est une chanteuse lyrique qui sait relier les mondes, les genres, faire des mariages heureux entre les styles musicaux et les cultures. Les artistes comme les professionnels qui osent franchir les frontières, tenter d'autres voies d'action ne sont pas si nombreux. Ils savent qu'ils prennent le risque de ne pas être compris et qu'on les oublie dans le registre dans lequel ils ont d'abord été reconnus. Amel Brahim Djelloul a pris ce risque et bien lui en a plu. J'avais très envie de l'inviter sur le podcast Entre là. Parce que sa musique me touche et que je fais l'hypothèse qu'elle vous touchera aussi. Parce que l'une de ses chansons a porté la création de ce podcast et en constitue le générique. Parce que j'avais l'intuition qu'Amel aurait beaucoup de très belles choses à nous partager. Vous allez voir, c'est bien le cas. Dans cet épisode, Amel nous raconte la façon dont elle a relié les mondes, fait son apprentissage du chant lyrique grâce à de belles rencontres, mais aussi un travail acharné, qui lui a permis de développer tout son potentiel. Nous avons parlé ensemble du sentiment d'imposture, de la façon dont elle s'en est libérée. Nous avons parlé de comment elle a pu aller au-delà des catégories pour passer d'un genre musical à un autre et de comment ses pas de côté ont nourri et enrichi ses différentes pratiques. Nourri même sa manière de faire du chant lyrique. Et puis, d'autres choses dont je vous garde la surprise et que vous découvrirez au fil de cet épisode. Cher auditeur, le podcast Entre là est pour toi. Entre là, bonne écoute. Bonjour Amel, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. La chanson T'es là, que vous chantez tellement bien et qui est le générique de cet épisode, elle dit à un moment donné, il y aura toujours une petite place pour toi dans mon cœur. Et je pense que c'est quelque chose qui nous rassemble toutes les deux et pas que nous deux en fait. Beaucoup d'entre nous, humains et heureusement. Est-ce que vous voulez vous présenter, Amel, pour qu'on fasse connaissance ? Eh bien, bonjour, je suis Amel Brahim Djelloul, je suis chanteuse lyrique franco-algérienne, née à Alger, grandie à Alger et venue en France pour mes études lyriques au Conservatoire supérieur de musique et de danse de Paris. Et voilà, aujourd'hui, je suis chanteuse professionnelle depuis un certain nombre d'années avec une accumulation d'expériences en tant qu'artiste pluriel dans mon art du chant lyrique, en tant que soprano lyrique, du répertoire vraiment classique, lyrique, enfin voilà, occidental, de pratique occidentale. Et puis reconnue aussi comme une artiste qui fait des ponts avec la musique traditionnelle. C'est un peu vague comme ça, mais musique traditionnelle un petit peu de la Méditerranée, un peu plus particulièrement musique traditionnelle arabo-andalouse d'Algérie ou encore un peu plus musique traditionnelle, chant aussi de Kabylie et encore plus encore, mais je laisse les questions développer mon propos et continuer à peut-être parler un peu plus de mon profil de chanteuse. Oui, on va parler de tous ces ponts et de tous ces liens. Qu'est-ce qui vous a amené déjà au chant lyrique en étant à Alger, là où vous avez grandi ? Je crois que ce qui m'a emmenée au chant lyrique, c'était cette fascination que j'avais d'abord pour la scène et plus particulièrement de ces cassettes audio qui traînaient à la maison, que j'écoutais en boucle de Plácido Domingo, un grand ténor voilà, d'origine hispanique et qui a fait une très très grande carrière. Et voilà, il y avait la Donna Immobile, cet air comme ça que j'essayais d'imiter. Donc j'ai imité quand même une voix d'homme, mais ce qui me fascinait, c'était cette projection, cette façon un peu caricaturale de chanter de mon œil de jeune fille. Et puis
Après, j'ai compris que cet art-là appartenait au théâtre, chanter et finalement jouer la comédie, ça a toujours été, aussi, quelque chose qui m'a beaucoup amusée en tant qu'enfant et finalement ce chant théâtral pouvait devenir une réalité dans ma vie et voilà ce qui m'a amenée au chant lyrique. Donc vous n'êtes pas né dans une famille de musiciens, d'artistes, de chanteurs qui vous ont emmené tout naturellement vers ces métiers? Dans ma famille, il n'y avait pas de chanteurs, mais des artistes. Enfin, moi, je suis la dernière d'une fratrie de 4. Grand frère, avait ouvert le bal de la pratique musicale, dans ma famille. Ma sœur aînée aussi, ma sœur aussi qui est au-dessus de moi aussi. Puis enfin, voilà, puis on a eu un grand-père qui a fait de la musique, en tant qu'amateur, hein, musique traditionnelle. Il jouait, du mandol dans un groupe chabi et puis il jouait du tuba dans une fanfare, de l'époque, coloniale. Donc un environnement qui a favorisé l'écoute de la musique, sa pratique, et puis aussi une forme de pratique occidentale mêlée aux pratiques de musique traditionnelle, c'est ça? Mon grand-père, il avait vivement encouragé mon papa à ce que on apprenne, la musique, plutôt occidentale dans le sens où pour lui, c'était un langage, une langue qu'il fallait apprendre jeune, le solfège, entre autres, la lecture de la musique. Quand on vient de pratiques, orales, il y a bien souvent, voilà ce complexe de l'oralité qui ne sait pas forcément lire la musique. Donc il a dit: «De toute façon, la musique traditionnelle est dans l'oreille de mes petits-enfants et finalement, il vaut mieux acquérir un langage qu'on peut plus difficilement acquérir adulte et donc donner cette, possibilité de l'apprentissage, de la musique occidentale et puis je crois que c'était plutôt assez oui, assez naturel, voilà. Puis moi j'arrive en dernier donc j'ai eu une imprégnation, il y a quand même les aînés qui avaient déjà, enclenché la machine. Donc vous avez appris la musique, le chant à Alger dans un premier temps, et puis vous avez compris que si vous vouliez atteindre un niveau supérieur, bah, il fallait aller là où la pratique était, d'un meilleur niveau, puisque c'est là qu'on est stimulé, qu'on a des pairs avec qui on grandit, des gens qui vous inspirent, et ça a été possible. Et c'est là où les astres se sont alignés pour que je puisse étudier le chant plus sérieusement en Occident, pays de la culture du chant lyrique. Voilà. Mmh. Ayant été major de ma promotion, pendant mes études supérieures, j'avais, l'opportunité de profiter de bourses, des petites bourses de 15 jours, pendant l'été, en France pour, venir, faire des stages de chant. Voilà et ça a été ma première rencontre avec le monde lyrique, tel qu'il se pratique, en Occident. Donc j'ai quand même eu un choc parce que c'était la première fois que je voyais d'autres chanteurs, enfin des vrais chanteurs, des gens qui étaient dans des études de chant sérieux et c'est là où j'ai compris que j'allais vite devenir, complètement enfin, que j'allais être larguée, si je restais à Alger, voilà, dans ma petite sphère. Donc, quand j'ai vu, je me suis confrontée à une masterclass avec une prof, de chant anglaise qui était la directrice de la Guildhall School à Londres, mais qui a été extrêmement, humaine et adorable et c'est grâce à elle, entre autres, que j'ai pu, accéder à des vraies études à Paris. Elle a fait les connexions pour moi, mais quand je suis arrivée, j'avais 3, 4 partitions sous le bras. Je ne me présentais en plus pas dans ma tessiture parce que je pensais que j'étais mezzo-soprano alors que finalement j'étais soprane. Et elle m'avait, prouvé ça, gentiment, en me faisant faire des exercices et donc j'ai compris que c'était extrêmement précis et j'ai capté le maximum que je pouvais capter, j'avais pas de partition, j'avais pas grand-chose. Donc ça a été, de l'humain, pur, qui s'est produit, en 96 quand j'ai fait ce premier voyage vers le chant, en Occident et il y avait des chanteuses qui étaient un petit peu dans la même tessiture que moi et elle m'avait, dit, va vers cette soprano et demande-lui de te prêter ses partitions que tu copieras pour travailler les airs qu'elle travaille. Parce que tu es plus dans ce type-là de voix.
et de répertoire. Et donc j'ai compris qu'il y avait un répertoire. Enfin voilà, j'exerçais tout ça, juste par, la volonté et pas du tout par l'apprentissage et le savoir réel de la discipline. Et donc je me suis quand même pris, à la fois une décharge d'informations, d'encouragement et de découragement en même temps parce que j'étais confrontée quand même, enfin je me suis dit: «Mais enfin, est-ce que ça vaut la peine, après de retourner en Algérie, de ne pas avoir du tout les moyens de continuer ça vraiment dans une structure?» parce que c'est pas en repartant avec, des partitions, mais il faut avoir des gens pour vraiment avoir, un apprentissage, des chefs de chant pour travailler la musique, travailler les rôles, travailler des textes qui sont dans des langues étrangères, l'italien, l'allemand, enfin que sais-je encore, mais je découvrais que je m'attaquais quand même, à tout un art qui était pas, voilà, qu'on débarquait pas comme ça. Ça a été mon premier choc et puis, en 97, je suis retournée. Là, cette fois-ci, c'était encore avec une autre prof, c'était une américaine et encore 15 jours où, je me suis retrouvée avec, d'autres chanteurs. Donc je voyais les autres chanteurs travailler, il y avait des gens plus ou moins avancés et voilà, je me sentais extrêmement quand même différente et j'étais quand même assez complexée du fait, de me sentir un peu pas légitime. Et puis, en parallèle, j'avais enfin cette, professeure anglaise qui s'appelle, Noëlle Barker, qui est décédée malheureusement il y a quelques années, avait gardé contact avec moi et elle a fait, une espèce de travail comme ça de l'ombre où elle a contacté, des une amie à elle qui était chef de département des disciplines vocales au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris pour lui dire: «Écoute, j'ai rencontré une jeune Algérienne et j'aimerais beaucoup qu'on l'aide à venir faire des études de chant sérieuses en Occident». Comme elle est déjà francophone, ça pourrait, accélérer le processus de sa venue et de son intégration et c'est comme ça que, j'ai été contactée par le Conservatoire national supérieur. Moi, je n'avais aucune idée de ce que ça représentait, un conservatoire pareil, pour aller passer le concours, à Paris pour, faire des études, au conservatoire. Donc, à l'époque, on était en plus, en Algérie, en pleine période du terrorisme. Donc, c'était très, très compliqué, d'avoir un visa, de sortir avec les couvre-feux et compagnie. Donc c'était je vivais un total décalage et voilà et donc du coup, après, je suis arrivée à Paris. Le jour même du début du concours, j'ai passé l'épreuve éliminatoire de formation musicale, de solfège et puis, a démarré, voilà le processus, du concours. Je suis arrivée en finale. Je pense qu'ils m'ont gardée parce que ils ont observé vraiment, un petit phénomène qui arrivait là, tout vert, tout frêle et bon, ils ne m'ont pas, gardée. Ils m'ont expliqué que je n'étais pas assez prête pour rentrer dans un conservatoire pareil et faire des études comme ça et qu'il fallait que j'aie, un tout petit peu plus de base. Et voilà et donc à ce moment-là, il y avait un professeur du CNSM, du Conservatoire supérieur qui était, au jury, qui m'a rattrapée avec le chef de département et qui m'ont dit: «Ne partez pas», parce que moi, pour moi, c'était un échec. Je repartais en Algérie et c'était plié et au moment où je quittais le bâtiment, on m'appelle dans les couloirs, on me dit: «Mais revenez, revenez, on doit s'entretenir avec vous». Et on me dit: «Non, non, non, ne repartez pas, ne considérez pas le fait qu'on vous ait pas pris comme un échec, mais voilà, comme une prudence de notre part de ne pas vous mettre dans l'embarras. C'est un conservatoire très exigeant et vous allez peut-être vous perdre là-dedans et ne pas, voilà, vous retrouver en échec total». Donc ce professeur qui était à la fois, professeur au CNSM, donc au Conservatoire supérieur et aussi à l'école, à l'ENM de Montreuil, l'école de musique de Montreuil, il m'a dit: «Je vais vous prendre, au conservatoire de Montreuil. Je vous prends, je vous prépare et vous repasserez le concours l'année prochaine».
Mais j'ai dit: «Mais écoutez, moi je veux bien tout ça, mais je ne peux pas venir en France, je ne peux pas rester en France comme ça. Il y a des choses, de la légalité, voilà, de ma résidence ici, je ne peux pas circuler librement, j'ai un visa et je dois repartir dans mon pays». Enfin bref, voilà, je donne beaucoup de détails parce que c'est tout un parcours en fait et on voit enfin, on peut tout de suite imaginer de se dire: «Bah, voilà, elle a grandi là, elle a fait ses études là et tout a roulé, tellement facilement». Mais en fait, oui, j'ai eu beaucoup de chance. La chance, ça se provoque, mais il y a eu, des belles rencontres, mais il y a eu aussi de la persévérance, du soutien familial et puis, du soutien aussi de l'autre côté aussi, d'humanistes. Parce que dans ce milieu, il y a beaucoup de gens extrêmement humains et très, très, très ouverts et la main sur le cœur et donc en fait, voilà, je suis revenue en Algérie. Tout s'est organisé pour que je puisse avoir une bourse, que j'aille faire une année, d'études, supérieures accélérées à Montreuil pour repasser ce fameux concours et l'année d'après, j'ai été reçue haut la main, première nommée et j'ai voilà, je suis rentrée dans un espèce de tunnel. J'avais des œillères, parce que j'avais l'impression qu'il y avait tout un monde qu'il fallait que j'apprenne en un temps record, ce qui m'a, mis en gros, gros stress pendant au moins 2 ans et demi. J'avais le nez dans le guidon. Heureusement que j'avais un corps professoral, mais exceptionnel et un contexte, une profusion d'informations. Enfin voilà, il fallait fallait être costaud pour faire la synthèse de tout ça, faire les liens, comprendre toutes les matières qu'il y avait à assimiler, les liens qu'il y avait à faire, technique vocale, le répertoire, les langues, le piano, l'analyse, l'histoire de la musique, enfin voilà, enfin c'était extrêmement riche et beaucoup plus, soutenu que ce que j'avais eu comme premier enseignement, à Alger. Et en fait, petit à petit, je gagnais ma petite légitimité parce que c'était compliqué de me dire, même ayant eu, ce parcours-là, ayant été première nommée et tout ça, j'avais vraiment ce syndrome de l'imposteur que j'arrive plus ou moins maintenant à vivre, mieux, mais ça a été très, très compliqué parce que j'avais l'impression que tout le mon tous ces gens qui étaient autour de moi étaient nés dedans, ce qui est pour la majorité vrai et que moi, il fallait que je mette, des bouchées doubles pour, pouvoir me présenter et ne pas avoir honte de dire: «Ben, je fais du chant lyrique et j'aimerais être soprano et mettre les pieds sur des scènes, des belles scènes, de théâtre, de grand théâtre, pour incarner des rôles». Voilà pour l'histoire du chant lyrique. À l'eau de cette fontaine,
Merci beaucoup Amel de partager tout ça parce que ça permet vraiment de réaliser à quel point la réussite, quelle que soit la manière dont on la qualifie, c'est du talent, des rencontres, beaucoup de travail, des choses qui sont loin des stéréotypes en fait qu'on peut s'imaginer. Et alors, qu'est-ce qui vous a permis de dépasser cette impression d'imposture? Qu'est-ce qui vous a permis de vous sentir pleinement légitime, Amel? Je crois que, c'est le fait de travailler d'arrache-pied et puis finalement d'être reconnu par Mmh. ceux qui l'exercent. Dans un premier temps déjà au conservatoire supérieur. C'était quand même la plus haute école d'études de musique, en France et d'avoir été reconnue par, ceux qui m'ont enseigné, l'art lyrique, plus ceux qui venaient, nous écouter de l'extérieur et puis ensuite, commencer à faire mes armes avec mes premiers engagements et de voir que ça marche et que je plaisais et que j'avais tout à fait ma place là-dedans, même si j'apprenais un métier, mais je l'apprenais comme tout le monde. Mmh. Alors que longtemps, je me disais: «Mais non, tu seras pas, aussi bien que ceux qui sont nés là-dedans». Voilà, et puis la reconnaissance, des professionnels et de certains grands professionnels de cet art-là. Ce que je comprends en vous écoutant, c'est, même si vous le dites avec énormément d'humilité, c'est que, en fait, ils ont dû reconnaître en vous, ceux qui vous ont écouté, un grand potentiel, sinon ils auraient pas fait les efforts qu'ils ont fait pour que vous puissiez venir. Cette professeure anglaise n'aurait pas fait ce qu'elle a Mmh. fait si elle n'avait pas trouvé ce potentiel-là et peut-être que ça aussi, c'était un point d'appui. Ben, c'est coup une affaire de rencontre, mais c'est pas que des rencontres, c'est les gens vous rencontrent et vous appuient parce que vous avez du potentiel. Oui, c'est vrai, sans doute. Je me disais, c'est évidemment, c'était pas qu'une action humanitaire. Elle a pris des risques, on va dire calculés, dans le sens où elle a vu effectivement un potentiel chez moi et voilà et elle a dit: «Ben, il faut que je l'aide, c'est pas possible» parce qu'elle voyait d'où je venais. Dit: «Ben, il faut» et par contre, elle me disait: «Il faut le faire tout de suite». Parce que tu n'es pas dedans, donc il faut que tu apprennes très, très vite et c'est ça qui m'a qui m'a mis une pression folle, parce que j'avais envie de réussir vraiment, et de bien apprendre les choses. Cette époque, elle vous a emmené, vers le chant lyrique et vers, tous les chanteurs, classiques européens, Ouais. j'imagine? Et puis, il y a cette phrase de François Laurent qui est sur votre site, qui dit, «Amel Brahim Djelloul navigue en plein soleil de Monteverdi à Rameau, de Mozart à Messager, mais garde toujours un œil sur ses racines». Alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant cette époque de vos racines et comment est-ce que vous gardez cet œil? Comment vous reliez l'Europe à l'Algérie, par-delà la Méditerranée? Alors en fait, il dit ça parce que, je pense que c'était autour de 2007-2008. J'avais très envie de faire un projet musical avec mon frère, Rachid, qui lui, s'est tourné vers, la pratique de la musique traditionnelle, vraiment de façon, assidue et quasi, exclusive et avec, voilà, des chanteuses judéo-espagnoles, et ça me fascinait énormément, le fait de pouvoir être dans cette autre pratique qui était enfin, qui symbolisait pour moi des choses codifiées, mais une expression un peu libre et surtout, il était en contact avec la langue maternelle quelque part, même si, moi, je parle algérien, donc c'est un arabe qui est quand même maghrébin, mélangé à beaucoup d'autres langues, mais c'est quand même elle, ma langue maternelle. Et évidemment, le français également, parce que je l'ai parlé quand même très tôt, mais il me suffisait plus de chanter, enfin, il me manquait une dimension assez profonde en moi et je l'ai réalisé, dans un premier temps, en me disant: «Il me manque de ne pas chanter dans une langue quand même que je ou pour laquelle j'ai une immédiateté», bien sûr à part le français, hein et je me suis dit: «Ah, par le biais de la musique traditionnelle, peut-être ça serait un premier pas»
Et c'est comme ça que est né ce premier projet, Souvenir del Andalous, où on a brassé un peu de la musique arabo-andalouse, judéo-espagnole, turque, kabyle, et on a fait comme ça un petit patchwork, de musique de la Méditerranée, et ça m'a donné, cette possibilité de chanter en arabe, voilà, des poésies en arabo-andalouse, et j'avais vraiment un double plaisir à chanter d'autres langues, dont l'arabe, et de faire de la musique traditionnelle, et de faire de la musique avec mon frère, et avec des musiciens qui sont devenus par la suite mes musiciens, quand je faisais, comme certains disent, du crossover. C'est quoi le crossover? Bah, c'est-à-dire que de passer de la musique de mon répertoire, on va dire, classique, ma fonction principale, à aller faire un pont vers autre chose, faire un pas, de côté et revenir. Parce que pour longtemps, ça a été ça, dans ma carrière. J'étais vraiment complètement plongée dans le répertoire, voilà, opéra, récital, et de temps en temps, je faisais des concerts un peu de musique arabo-andalouse ou de la Méditerranée, et pour moi, c'était un pas de côté. Donc, c'était on traverse, voilà. On fait un pas de côté, et en fait, c'était un pas de côté, mais finalement, plutôt un pas, plutôt un pas en profondeur. Et finalement, bah, ça a ouvert, ça m'a donné, ça a créé, malgré moi, je n'ai pas cherché à créer cette identité de chanteuse un peu, voilà, qui est lyrique, mais qui a toujours un œil sur ses racines, et finalement, c'est devenu, un vrai atout pour moi, et une richesse, et c'est comme ça que petit à petit, ça a gagné plus d'espace et de place dans ma carrière et dans ma vie. C'est de là que est né, bien des années après, entre autres, les chemins qui montent, voilà le titre du dernier album, en hommage à la chanson, kabyle. Quand on parle ou quand on chante dans notre langue, c'est sûr que ça vient générer beaucoup plus d'émotions, ça nous touche beaucoup plus profondément. Je comprends ça vraiment, la joie que vous avez eue à le faire et puis en plus, d'autant plus de plaisir que c'était avec votre frère. Ce que je me dis aussi en vous écoutant, et j'aimerais savoir si c'est vrai, c'est que le fait d'avoir pu faire ce que vous avez considéré au départ comme un pas de côté, mais qui a été en fait peut-être un pas dedans qui vous étiez vraiment, ça a peut-être fait évoluer votre manière de chanter de la musique classique, donc de faire du chant lyrique. Est-ce que ça a eu un impact dans votre manière d'être chanteuse lyrique quand vous chantez Mozart ou d'autres compositeurs? En fait, tout s'est fait un petit peu, toujours, en parallèle. Il y a eu effectivement un moment où, pour moi, si je voulais réussir, dans le chant lyrique, j'avais pas traversé la Méditerranée pour rien, et qu'il fallait que je fasse vraiment les choses sérieusement. Donc, j'ai été dans mon chant lyrique, il fallait que j'apprenne des rôles, il fallait que j'incarne des personnages, il fallait que voilà, que je démarre une vraie carrière lyrique. Donc, il fallait pas que je me disperse. Et finalement, petit à petit, j'ai compris que toucher à autre chose ou aller vers des choses qui étaient plus personnelles, comme aller faire ce pas de côté que j'estimais être un pas de côté, finalement est devenu une deuxième façon de s'exprimer, mais il fallait le faire de façon organisée et progressive. Finalement, ça m'a encore ouvert, d'autres perspectives. Ça m'a appris à me définir encore plus par mes envies et mes intuitions profondes, en fait, et me dire que je je pourrais, faire de la musique, classique, du chant lyrique, et faire de la musique traditionnelle ou, d'autres, types de musique, sans que les uns, interfèrent, négativement sur, les autres, bien au contraire. En fait, plus je faisais ces pas de côté, en fait, plus je trouvais que je me libérais, que je me déployais,
dans mon chant, on va dire classique, ça me donnait de l'assise et de la confiance et vice versa. Et cette confiance que j'avais scéniquement, théâtralement, dans le chant lyrique me donnait une interprétation et une incarnation dans la musique traditionnelle qui n'était pas habituelle forcément. Donc, finalement, je trouvais que j'étais, joyeuse et gagnante et heureuse en vivant tout ça, pas comme un conflit ou, mais plutôt comme quelque chose qu'il fallait que j'apprenne à harmoniser intérieurement et à ne pas avoir honte, ni me sentir, imposteur, dans l'un ou dans l'autre parce que voilà, c'est quand même ça qui revient souvent, c'est que je me dis: «Mais non, mais la musique, traditionnelle, il faut» enfin voilà, on va pas dans la musique traditionnelle non plus comme ça, hein. Les gens qui la pratiquent depuis longtemps, il y a voilà, il y a tout un il y a tout un aussi tout un art là-dedans, qu'il ne faut pas sous-estimer. Ce n'est pas parce que c'est traditionnel que c'est plus facile ou, bon, bien sûr, j'ai été encouragée, aussi par mon frère et par un musicien qui m'accompagnait là-dedans, parce qu'il me disait: «Tu le fais à ta façon et tu n'as pas des prétentions à part le fait de, voilà, de le faire, avec ton talent à toi, ta façon de chanter à toi, qui est reconnaissable parce que tu as une certaine technique. Bien sûr, je ne caricature pas un chant traditionnel, mais on reconnaît quand même que j'ai notamment ce que techniquement, si je peux donner un tout petit détail technique, ce qui se passe dans le chant lyrique, c'est qu'on ouvre beaucoup la gorge. Donc après, ça donne un chant qui est très libre en fait. Contrairement des fois à certains chants traditionnels qui sont un peu plus, c'est plus au niveau de la glotte, un peu guttural et alors que le chant lyrique, en fait, il ouvre la voix en fait et du coup, bah, la voix est longue et la tessiture est grande. Parce qu'on navigue des graves aux aigus et on va quand même des fois dans les extrêmes aigus, ce qui n'arrive jamais dans le chant traditionnel. Donc c'était un peu ça qui était une particularité. C'est comme ça que je suis vraiment reconnaissable quand je chante musique traditionnelle, c'est que je ne peux pas refermer ma gorge en fait. Une fois qu'elle est ouverte, et ben, le canal est ouvert. Donc moi, je trouve que les mondes musicaux, les mondes linguistiques, les styles s'enrichissent en fait et des fois, je suis assez émerveillée en fait de ces ponts qui se créent et de cette, et de la profondeur que ça crée en soi. Ça me rend extrêmement, heureuse et tout le temps, quasiment tout le temps en émerveillement. Oui, c'est l'intuition que j'avais pour avoir vécu sur des dimensions tout à fait différentes et beaucoup moins prestigieuses. Le fait d'aller nourrir une pratique avec une certaine discipline à l'extérieur de soi, tout en éveillant à ce moment-là une part de soi. Et puis au moment où on décide d'aller retrouver d'autres choses, d'autres aptitudes qu'on a travaillées autrement dans d'autres cadres, on peut réussir à faire converger tout ça. Et quand j'ai fait cette expérience personnellement, j'ai eu l'impression d'être alignée, de converger, d'être du coup capable de beaucoup plus de profondeur et de choses que j'aurais jamais pu faire autrement avant. C'est tout à fait ça. Alors bien sûr, il faut le faire avec des personnes qui nous autorisent aussi à le faire parce qu'on vit quand même, on vit, dans des milieux aussi qui où on peut se retrouver très, très vite enfermé parce que, il y a pas forcément toujours cette compréhension du fait de se dire: «Ben, attends, mais tu es chanteuse lyrique? Ah maintenant tu fais de la musique traditionnelle? Ah! Ah non, tu fais plus que de la musique. Ah d'accord». Bah, en fait, c'est compliqué pour certains esprits de dire: «Non, cette même seule personne, elle peut faire ça et elle peut aussi faire ça et c'est pas parce qu'elle fait ça qu'elle ne fait plus ça». Et ça, dans le monde, musical, qu'à lyrique, par exemple, j'ai le sentiment quand même que c'est compliqué. C'est pas compliqué à l'intérieur de ma personne et en moi, et avec les gens avec qui je peux faire de la musique,
Mais pour ceux qui ont une certaine vision de l'image et de la carrière, c'est compliqué de m'imaginer cumuler, tout ça. Je peux être oubliée, par exemple dans le milieu lyrique, parce qu'ils estiment que maintenant je fais de la musique traditionnelle. Ouais, ça montre à quel point il faut être courageux pour assumer et oser être soi-même et être complet et faire des expériences complètes dans cette vie sur la Terre. On a un certain nombre de gens qui ont tellement besoin de mettre des étiquettes pour s'y retrouver, puis ces étiquettes sont des boîtes qui sont des prisons dans lesquelles on s'enferme les uns les autres, oubliant qu'on peut faire énormément de choses. En fait, la vie nous permet de faire plein de choses. Il faut choisir, se donner les moyens, travailler, faire de bonnes rencontres, créer la chance, etc. Mais il y a quand même beaucoup plus de choses que sont possibles que les boîtes dans lesquelles on s'enferme ou on nous enferme. Ce qui me touche particulièrement dans ce que vous exprimez, c'est que ces expériences que vous faites et qu'on peut faire ne sont pas seulement des expériences qui s'accumulent, qui se mettent les unes à côté des autres, mais elles approfondissent qui vous êtes, elles approfondissent vos potentialités et elles les augmentent. Vous savez, à la sortie du disque, j'avais fait, de la promotion, et il y a un journaliste qui m'a dit: «Mais Amel», c'était une radio classique et il me dit, «Est Amel, vous n'avez pas peur, en faisant ce projet des chemins qui montent, vous n'avez pas peur, enfin, qu'on comprenne pas votre démarche et qu'on comprenne pas où vous vous situez?» J'ai dit: «Bah, si on se laisse guider par la peur, alors on fait plus rien». Parce que justement, j'ai mis du temps, oui, effectivement, j'ai été un peu, guidée, à un certain temps par la peur d'abord la peur de mal faire et puis la peur d'être exclue. Et la meilleure façon d'être exclu, c'est d'avoir peur d'être exclu, en fait, aussi. Donc, finalement, quand on se positionne, c'est le moment où on reprend sa liberté et où on se dit: «Eh ben, celui qui a envie de rencontrer, de comprendre ma démarche, bah, il fera cet effort-là et puis celui qui n'y s'y intéresse pas ou qui est dans une forme de vision superficielle de qui je suis, et ben, voilà, tant pis, voilà. Et puis ceux qui ont envie de pratiquer de la musique avec moi ou qui ont quand même envie de me voir, continuer à incarner, certaines choses dans le classique, ou qui ont cette, curiosité de me voir ailleurs et autrement. Ça reste très, très ouvert. En tout cas, c'est pas moi qui crée cette, fermeture, c'est le conditionnement et aujourd'hui, avec, cette maturité que, voilà, que j'ai par l'âge, par l'expérience, me donne cette liberté. Tant pis si effectivement certaines portes se ferment, mais si elles se ferment, c'est que je n'ai plus rien à y faire non plus. Oui, puis que d'autres vont s'ouvrir encore plus grandes, sans doute. Et peut-être, oui, en tout cas, après tout ce qu'on a pu vivre ces dernières années, ça donne encore plus envie de se dire, bon, sans se mettre évidemment en danger parce il faut pouvoir gagner sa vie et vivre de son métier, mais quand même, de se donner cette marge, de liberté, de continuer à croire en sa bonne étoile et persévérer dans son travail intérieur pour attirer, Les projets qui vous conviendront et puis voilà, rester les dans projets, les personnes, les rencontres et continuer à voilà, à maintenir cette torche et cette lampe allumée et continuer à être en connexion avec, soi, avec l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui vous a amené vers les chants kabyles? Vous êtes algéroise, donc algérienne, mais pas particulièrement kabyle. Il y a quelque chose qui vous a plu, qui vous a intéressé dans ces chants-là? Alors, les chants kabyles, ça fait partie de la culture, musicale de la maison. C'est-à-dire que Idir, étant, un chanteur, algérien, de variété, on l'écoutait à la maison. Papa, écoutait énormément de chanteurs kabyles, d'ailleurs pas que Idir, mais Idir, c'était voilà, c'était le chanteur, phare. Il y avait Djemal Allem, il y avait Ait Minguellet, parce que papa, il était fasciné par cette langue qu'il ne parlait pas, parce qu'on n'est pas d'origine kabyle.
kabyle, mais papa, il avait un tas de copains algériens kabyles qui lui apprenaient des mots, qui nous ramenaient, qui nous apprenaient à la maison. C'était marrant parce que c'était du partage. Et puis, du coup, bah, ce répertoire, il a bercé mon enfance et il me touchait particulièrement. Puis Idir avec cette petite voix frêle, mais émotionnante, je trouve. Je ne sais pas si ça se dit, mais il y a quelque chose qui me touchait profondément et qui me touchait profondément dans cette langue. Je ne sais pas pourquoi, parce que je ne la comprends pas. Enfin, je la comprends pas. Je la comprenais pas en tout cas. Bien sûr, les textes que je chante, je les comprends, mais cette langue, je ne la comprenais pas, mais je la trouvais belle, difficile et extrêmement chantante, et puis avec des mélodies incroyables. Et j'avais très envie d'aller dans ce répertoire depuis longtemps. Donc, même quand j'étais en Algérie, j'avais commencé comme ça à chanter deux, trois chansons de Idir, guidée par mes copains kabyles qui étaient avec moi à l'école normale, qui m'encourageaient énormément, qui me disaient «Ah, mais il faut que tu chantes, ça te va trop bien de chanter ces chansons-là». Et c'était resté comme ça dans mon cœur, dans une petite partie, comme ça, dans un coin de ma tête, de mon cœur. Et quand j'avais commencé à faire de la musique traditionnelle, j'avais mis ces deux, trois chansons dans mon programme pour illustrer un peu la richesse du répertoire de la musique traditionnelle et de la pratique de la musique en Algérie. Et puis après, et un peu plus loin dans mes projets secrets de chœur, je m'étais dit qu'un jour, je consacrerais tout un programme à la chanson kabyle. Mais bon, il faut se retrousser les manches parce que quand même, c'est une langue que je ne parle pas. C'est un répertoire extrêmement connu quand même en Algérie. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui le connaissent bien. Si je fais les choses, je veux quand même essayer de faire les choses le plus correctement possible. Mais par contre, avec mes goûts à moi. Donc, partir vraiment de choix de cœur. C'est comme ça que je suis allée toucher à ce répertoire-là et d'avoir créé voilà, ce programme. Donc, j'ai travaillé avec un berbérophone, un poète extraordinaire, un humain génial, Reski Rabia, et puis avec le guitariste, compositeur et arrangeur, parce que voilà, c'est la somme de reprises, de chants monodiques traditionnels et de la création, puisque après on a carrément mis en musique des poésies de Reski Rabia. Et tout ça s'est construit au fur et à mesure, parce qu'au départ je voulais faire que des reprises. Et puis finalement, par la rencontre, justement, c'est ça la magie de la vie, c'est la rencontre. J'ai rencontré cet homme, Reski Rabia, qui était censé m'aider juste pour les traductions, la prononciation des textes que je choisissais. Et finalement, je découvre un poète. Donc, je trouvais ça tellement beau aussi d'inscrire finalement ce répertoire-là comme la vie, c'est-à-dire raconter son passé, les chants traditionnels, ses sources, la source de ce qui a inspiré Idir, Jamal Allem et bien d'autres, la musique un peu plus moderne, donc Jamal Allem et Idir, et puis la projeter encore dans le futur et lui donner encore une dimension avec un poète vivant, un musicien, un compositeur vivant, et lui donner encore de la vie. Et voilà, donc entre passé, présent et futur. C'est un peu comme ça que je l'imaginais. Et bien sûr, inspiré par la littérature de Kabyle francophone, parce que Les Chemins qui montent, étant le dernier roman de Mouloud Feraoun, que j'ai trouvé que c'était tellement joli parce que on lit toujours que la Kabylie, c'est ces montagnes où il est difficile de vivre, mais pourtant ces Kabyles sont tellement attachés à leur terre, et comme d'autres d'ailleurs dans le monde entier, mais j'ai été particulièrement sensible aux histoires qui étaient racontées dans toute cette littérature algérienne d'auteurs d'origine kabyle, francophones, magnifiques auteurs, Mouloud Mamri, Kateb Yassine, enfin, et Feraoun qui m'a particulièrement touchée. Alors je me suis dit, c'est
trop joli en plus de mettre cette symbolique et de mettre quand même la poésie et puis la littérature, donner une forme d'élévation, donner une forme de richesse et de valorisation de ce répertoire-là. La beauté de tous ces liens qu'on tisse. Alors, quand j'ai eu le bonheur de vous écouter au festival Rosa Bonheur, vous étiez avec vos musiciens. On vous voyait, c'était vraiment perceptible. On voyait entre vous une connivence, une harmonie, quelque chose de très très beau qui était vraiment bon à voir. On se disait que vous avez dû passer un très très bon moment avec eux. Et puis que sans doute, il y avait eu une forme de co-création ensemble entre vous tous pour faire cette si belle œuvre. Et peut-être juste avant qu'on parle de co-création, vous auriez envie de nous raconter comment ces liens sont nés entre vous, comment vous les avez tissés? Bien, en fait, justement, riche de toutes ces années de pratique musicale dans des genres différents, dans la musique baroque, ottomane, arabo-andalouse, kabyle, jazz même, un petit peu, et puis classique. Je me suis dit que ça serait trop chouette pour un programme et un projet aussi personnel d'inviter mes coups de cœur de rencontres dans ma vie artistique. Bien sûr, évidemment, il a fallu quand même faire des choix parce que il ne s'agissait pas de faire un méli-mélo de tout ce que j'aimais et les mettre et les brasser et faire quelque chose, mais il fallait faire des choix judicieux par rapport aux choix musicaux. Et ceux que vous avez vus sur scène sont voilà, le noyau dur pour ce programme-là, pour créer un équilibre musical, de restitution aussi oui, dans l'aspect musical. Et effectivement, du coup, il y a une joie permanente à être ensemble et à se retrouver à chaque fois qu'il y a un concert, parce qu'il y a il y a une complicité, il y a une écoute. C'est ce que je ne changerai pour rien au monde, c'est cette dimension que j'ai trouvée aujourd'hui sur la scène et le plaisir que j'ai, que je n'ai pas toujours eu quand j'étais que dans la pratique de l'opéra, de chanter des rôles, c'est d'être choisi, de choisir et d'être choisi toujours à 100%. C'est-à-dire vraiment, on est ensemble parce qu'on aime être ensemble. Et ça donne cette dimension que vous avez pu sentir aussi parce qu'il il y a des connexions visibles et invisibles aussi. On est tous des êtres différents, mais on a une forme de connexion par ce projet-là où tout le monde y croit de la même façon. On est différents, mais on s'investit quand même, on va tous dans une même direction et ça donne une force incroyable et en même temps, heu, c'est, heu, c'est dans la douceur, dans la légèreté et dans la profondeur. J'estime vraiment, que là, avec ce projet-là, j'avance, je simplifie, il y a une épuration et une simplification et en même temps voilà, une force, une profondeur et et c'est pour moi, voilà, c'est ça la justesse. Pastura si tu vai o sulla zenumiumal, crompore scino robo, un polido bontal, e li scialtre pasturello, nauren pascino in tal, tiuri uri 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 una, tiuri uri 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 una, tiuri uri 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 una. Pasturo si tu vai o sulla zenumiumal, tutto le flor numello ten fore il rivel, i le scioltre pasturello nauren pascento il bel, tiuri uri 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 una, tiuri uri 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 una, tiuri uri 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 una. Li giogascioten credo ni orribilio te, i dai giuli giogascio, o mai li giogassù, e te del nostro promesso non
Et vu le professionnalisme que vous avez tous, la connivence et les liens qui sont les vôtres avec vos musiciens, j'imagine que bien sûr vous avez choisi les chansons et puis vous avez donné le terrain de jeu, enfin le schéma d'interprétation. Est-ce qu'ensuite il y a eu une forme de co-création ensemble aussi pour voir comment vous alliez interpréter? Parce qu'il y a toujours plein de possibilités ensuite. Bien sûr, il y a un cadre. Il y a toujours un cadre. Mais à l'intérieur de ce cadre, profiter de la personnalité de chacun pour lui donner cette liberté de parole dans un cadre, évidemment. Parce qu'il ne faut pas trahir quand même un répertoire. Donc, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. On essaye de faire des choses de bon goût. Et donc, du coup, ces musiciens, bien sûr, ils ont une part de créativité encadrée par quelque chose qui a été quand même construit et écrit, en fait. Il y a des parts d'improvisation et c'est des moments donnés, mais il y a quand même des partitions quand même écrites. Et à l'intérieur de ça, c'est quand même respecté. Et ça vient peut-être de notre petite déformation professionnelle classique. Mais je trouve qu'on est encore plus libre quand on a une structure. Donc, Oui, la clarté du terrain de jeu, elle permet effectivement exactement. de jouer à l'intérieur. Oui, bien Oui. sûr. J'avais l'impression que vous deviez permettre à chaque personne de s'exprimer dans le cadre qui était le vôtre. Ah mais oui, mais c'est ce que je trouve jouissif, c'est justement voilà, si j'ai choisi un tel ou un tel, c'est parce que je trouve qu'un tel et un tel, à la fois ont cette fiabilité d'écoute et de respect on va dire des règles et en tout cas de la partition, et en même temps qui ont ce talent et ces capacités à être de rentrer dans des improvisations qui sont de bon goût et qui ne trahissent pas le répertoire. Voilà. Alors, on a donc de commun, et avec énormément d'autres personnes, le fait que ces chants kabyles, ils nous ont touchés beaucoup alors qu'on ne parlait pas la langue et que ce n'était pas notre culture. Mais comme vous le disiez quand on préparait cette émission, en fait, ce sont des chants, ceux que vous avez choisis, qui disent toutes les phases de la vie, qui disent sa rudesse, sa douceur, sa violence, sa beauté, qui disent le collectif. Je me souviens l'une des premières fois que je suis allée en Kabylie, je me suis retrouvée par hasard à côté d'un groupe de femmes qui chantaient des chants religieux. C'était extrêmement beau, extrêmement touchant. Pourtant, je ne comprenais pas un mot de ce qu'elles disaient. Vous nous l'avez dit, Amel, la musique, c'est ce langage universel qui vient nous toucher dans tout ce qu'on est et dans tout ce qu'on a de plus profond. C'est pour ça aussi que vous avez choisi ces chants. En fait, par rapport à ces chants, ce que j'avais envie de dire, les choix que j'ai faits, c'était de trouver une illustration par poème, par texte, de ce qu'est la vie, en fait. Et comme l'ont raconté Mamri ou Pharaon dans leur roman, cette Kabylie qu'il raconte, j'avais très envie de le retranscrire dans les différentes poésies. Et c'est pour ça qu'il y a des chants religieux, il y a une méditation, il y a une berceuse, il y a un chant d'amour, il y a une chanson consacrée à la grandeur de cœur, la simplicité, l'humilité et le cœur tourner et pouvoir tendre la main à autrui, quelles que soient leurs conditions. Il y a ce chant de la liberté, cette maman qui pleure son enfant parti à la guerre, la fête, Samara, la fête, la vie, quoi. Et c'est ça que je trouve magnifique dans ces terres-là où tout est possible, mais où tout est éphémère, comme la vie. Je trouve qu'il s'en dégage que l'humain y retrouve sa juste place et dans cet univers. Et je ne sais pas pourquoi, dans mon imaginaire, au travers de tout ce que j'ai lu, c'est ça que j'avais envie c'est ce qui m'habite très profondément et qui me fait me relier. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose d'extrêmement vibratoire avec ces textes et cette musique. Les mélodies sont quand même magnifiques et des fois
tellement simple, mais justement, c'est comme dans les plus beaux airs de Mozart, c'est cette simplicité, cette transparence qui crée le génie et qui crée la profondeur et qui fait qu'on est là à se dire: «Ah!» On est touché, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des êtres, il y a des gens qui arrivent à atteindre cette, cette pureté, cette simplicité et donc cette connexion profonde. C'est tout ce que j'avais envie de dire et de mettre dans ce programme. Amel, par votre culture, avec votre musique, vous avez fait comme des ponts au-dessus de la Méditerranée, entre la France et l'Algérie. Qu'est-ce que tous ces liens ont forgé en vous? Peut-être que tout ça a créé en vous une inspiration, un rêve, un désir que vous aimeriez partager maintenant. J'aspire à une meilleure, enfin, je ne sais pas si on peut dire une meilleure, forme de sérénité ou d'être rasséréné ou de donner la possibilité dans des moments courts de continuer à mettre de la douceur et de l'amour et de la joie et de l'intensité dans les cœurs des gens qui viennent écouter de la musique et leur permettre l'espace le temps d'un concert, d'oublier d'où ils viennent, qui ils sont, juste, être, en vibration avec ce qui est donné par le cœur et du coup, continuer à alimenter le fait que la musique n'a pas de frontières. Les frontières ne sont que des balises, mais en fait, ne nous laissons pas déterminer par des frontières et ne nous mettons pas encore davantage de murailles. C'est déjà pas toujours facile d'être heureux et de toucher à ce que peut être le bonheur parce que la vie est, voilà, est ce qu'elle est et il faut pas la renier. Mais moi, j'ai envie juste de continuer dans cette direction-là et de prôner de la lumière, d'essayer de donner de la lumière du cœur et de cultiver cette lumière du cœur, cet amour universel et ce lien qui nous lie tous humains sur ce moment de vie qu'on a à vivre sur cette terre. On Mm. est, qu'on vienne de quelque part et qu'on reparte quelque part, ça, chacun de nous l'ignore. Mais du temps qu'on est là sur cette terre, d'essayer de se connecter à son corps, à sa profondeur, aux choses essentielles de la vie. Et c'est ce qui nous donne davantage de liberté et de connexion et de justesse et qui laisse la lumière peut-être éventuellement jaillir de nos cœurs. Oui, c'est pas juste le temps du concert, juste le temps du spectacle. Moi, quand je vous ai vu en concert, tout ce que vous avez suscité en moi est resté très très longtemps. Et c'était beau. Je pense que quand vous chantez, votre chant il est nourri par tout ce que vous êtes et puis tout ce que vous avez créé, puis tout ce que vous avez vécu. C'est même nourri sans doute par les grands moments de violence qu'il y a eu dans les années 90 en Algérie. Je pense que quand on crée, on prend tout et puis on arrive à transmuter tout et à faire de ça quelque chose de beau qui porte, qui aide à chacun à aller plus profond dans ce qu'il est, à faire des choix dans sa vie pour être dans l'essentiel de ce qu'on a envie de porter, de donner au monde et pas se perdre dans des choses inutiles. Oui, ben, en fait, quand on vit l'adversité, en tout cas la tristesse et un peu le malheur, et ben, l'opposé, c'est le bonheur. Donc, dès qu'on sort de ce contexte-là, c'est qu'on est dans une forme de bonheur et il ne faut pas se gâcher cette lumière et ce bonheur et au contraire cultiver plutôt ça parce que quand on a manqué, on sait ce que c'est que d'avoir. Et ça, c'est sûr que c'est un petit mantra intérieur qui, voilà, qui tourne quand même chez moi parce qu'effectivement, on ne peut pas renier son passé,
mais on peut s'en servir pour avancer et avancer. On a tous le choix, on a quand même une certaine forme de choix, de libre arbitre par rapport à ce qu'on a envie de faire, de l'énergie de vie qu'on a à déployer. Je vous remercie infiniment, Amel. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous voulez en savoir plus sur Amel Brahim Djeloul, si vous voulez nous contacter, vous trouverez toutes les informations dans la description de cet épisode et sur le site entrela.org, comme d'habitude. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. À très bientôt!